Donc, dernière partie sur la composition d'un système chimique. Il s'agit ici de parler de l'absorbance d'une solution. On va voir que c'est en fait une méthode physique qui permet de déterminer la concentration d'un soluté à condition que ce soluté soit coloré. Alors, des rappels pour commencer, couleur physique, spectre d'absorption. Donc on a vu que la lumière blanche contient toutes les longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres pour faire simple. Une longueur d'onde, c'est donc une couleur dans le spectre de la lumière blanche, et cette couleur qui est associée à une longueur d'onde correspond à ce qu'on appelle une couleur physique. Le spectre d'absorption représente, lui, la quantité de lumière absorbée en fonction de la longueur d'onde. Donc on va s'amuser pour chaque longueur d'onde à calculer la partie de lumière absorbée par la solution. Un exemple, si je m'intéresse à une solution qui contient des ions permanganate, MnO4-, on a un spectre qui a cette allure-là. Donc si je veux m'intéresser à la partie visible du spectre, elle va être comprise entre 400 nanomètres ici, donc on sera dans le bleu-violet, et 800 nanomètres qui va être à peu près par là. Donc ici on serait dans l'UV, les UV, et ici on serait dans les infrarouges. Alors la spectro UV ou infrarouge existe aussi. Mais UV on peut l'utiliser comme un spectrovisible, et infrarouge on verra plus tard dans l'année à quoi elle peut servir. Donc on a un spectre et on voit que pour chaque longueur d'onde, la quantité de lumière absorbée varie. On a ici un maximum qui serait aux alentours de 500, entre 520 et 540 nanomètres en gros. Donc, dernière partie sur la composition d'un système chimique. Il s'agit ici de parler de l'absorbance d'une solution. On va voir que c'est en fait une méthode physique qui permet de déterminer la concentration d'un soluté à condition que ce soluté soit coloré. Alors, des rappels pour commencer, couleur physique, spectre d'absorption. Donc on a vu que la lumière blanche contient toutes les longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres pour faire simple. Une longueur d'onde, c'est donc une couleur dans le spectre de la lumière blanche, et cette couleur qui est associée à une longueur d'onde correspond à ce qu'on appelle une couleur physique. Le spectre d'absorption représente, lui, la quantité de lumière absorbée en fonction de la longueur d'onde. Donc on va s'amuser pour chaque longueur d'onde à calculer la partie de lumière absorbée par la solution. Un exemple, si je m'intéresse à une solution qui contient des ions permanganate, MnO4-, on a un spectre qui a cette allure-là. Donc si je veux m'intéresser à la partie visible du spectre, elle va être comprise entre 400 nanomètres ici, donc on sera dans le bleu-violet, et 800 nanomètres qui va être à peu près par là. Donc ici on serait dans l'UV, les UV, et ici on serait dans les infrarouges. Alors la spectro UV ou infrarouge existe aussi. Mais UV on peut l'utiliser comme un spectrovisible, et infrarouge on verra plus tard dans l'année à quoi elle peut servir. Donc on a un spectre et on voit que pour chaque longueur d'onde, la quantité de lumière absorbée varie. On a ici un maximum qui serait aux alentours de 500, entre 520 et 540 nanomètres en gros. Couleur perçue. Donc ça renvoie directement à ce qu'on a fait il y a quelques temps sur la couleur. Petit rappel, donc l'œil contient 3 types de cônes sensibles à la lumière colorée. Donc on en a des qui sont sensibles à la lumière bleue, entre en gros pour 400 et 500 nanomètres,
à la lumière verte entre 500 et 600 nanomètres, et enfin la lumière rouge entre 550 et 700 nanomètres. À partir de ces trois couleurs, RVB, rouge, vert, bleu, on peut donc recréer toutes les autres couleurs qu'on perçoit en combinant ces différentes lumières. C'est ce qu'on appelle la synthèse additive, qui consiste en un mélange des lumières colorées. Donc petit rappel, le rouge plus le vert, si je mélange de ces deux couleurs, ces deux lumières colorées, j'obtiens du jaune. Du bleu plus du rouge, ça fait du magenta. Et du bleu plus du vert, ça fait du cyan. Alors le jaune, il existe dans le spectre de la lumière blanche. On pourrait dire que c'est une couleur physique. Le cyan également. Par contre, le magenta, il n'y a rien qui correspond dans le spectre de la lumière blanche à la couleur magenta. Donc le magenta n'est pas une couleur physique. Bon, et si on mélange les trois, rouge, vert, bleu, on obtient du blanc. La couleur complémentaire, c'est la couleur à ajouter pour obtenir de la lumière blanche. Donc autant dire que la couleur complémentaire, par exemple du bleu, ça va être un rouge plus vert, c'est-à-dire du jaune. Donc voici les trois couleurs complémentaires. Pour le vert, ce serait du magenta, et pour le rouge, ce serait du cyan. Donc la couleur de la solution perçue par l'œil va dépendre de la quantité de lumière absorbée dans chacune de ces trois couleurs. Donc si je reprends le spectre du permanganate de potassium qu'on a vu tout à l'heure, donc il y a une seule lésion permanganate absorbe de la lumière visible. Donc le bleu entre 400 et 500 nanomètres, je remarque que ça correspond plutôt ici à une absorption qui va être très faible. Par contre, dans le vert, j'ai ici un sommet, donc une absorption très forte. Et dans le rouge, très peu d'absorption également. Conclusion, le permanganate, si je regarde bien, il absorbe très peu le bleu, très peu le rouge, beaucoup le vert. Donc la couleur perçue va être en gros un mélange de bleu et de rouge, c'est-à-dire une sorte de magenta dont l'intensité va dépendre de la concentration de la solution. Et si je m'intéresse à la lumière qui est absorbée par la solution, elle laisse passer le bleu et le rouge, c'est-à-dire qu'elle absorbe le vert. Donc une solution absorbe toujours la couleur complémentaire de celle dont on l'aperçoit. Alors on va définir l'absorbance, on l'a déjà vu dans le graphique, mais sans vraiment dire ce que c'était. Donc on va la définir et on va voir à quoi ça correspond. Alors, il faut savoir que c'est une grandeur sans unité qui va mesurer la quantité de lumière absorbée par une solution et que cette absorbance ne correspond pas à une échelle linéaire. Je m'explique. Donc si on a une absorbance qui est nulle, on n'a pas de lumière qui est absorbée ou une transmission qui est de 100%. Donc la solution laisse passer toute la lumière pour cette longueur d'onde. Si l'absorbance vaut 1, on a 90% de la lumière incidente qui est absorbée, ou seulement 10% qui est transmise. Si A vaut 2, on a 99% de la lumière incidente qui est absorbée, ou 1% seulement qui est transmise. Donc on voit bien ici que ce n'est pas une échelle qui est linéaire, il n'y a pas de proportionnalité entre l'absorbance et la quantité ou le pourcentage de lumière transmise ou absorbée. En pratique, déjà, quand 1% seulement de la lumière est transmise, ça veut dire qu'il ne reste pas grand-chose. Donc en pratique, on va utiliser une échelle d'absorbance qui va être comprise entre 0 et 2. Pour mesurer l'absorbance, on utilise un appareil qui s'appelle un spectrophotomètre, dont voici un des appareils qu'on a ou qu'on utilise lors des TP de chimie. Donc on va établir dans cette
page la loi de Beer-Lambert. Beer et Lambert sont deux chimistes qui ont travaillé sur ces problèmes de solutions colorées et d'absorption de la lumière par ces solutions colorées. Alors on va se poser la question de quoi dépend l'absorbance d'une solution. Alors, la première chose, qui est peut-être la plus évidente, ça va dépendre de ce qu'on met dans cette solution, de quoi est composée cette solution. On a vu par exemple que les ions permanganate donnaient une solution qui était rose ou magenta selon leur concentration. Vous avez déjà travaillé également avec du sulfate de cuivre qui contient des ions cuivre 2. Ces ions cuivre 2, eux, donnent à la solution une coloration qui est plutôt turquoise. Donc la première chose dont dépend l'absorbance, c'est bien sûr la nature du soluté. Ensuite, pour un soluté donné, il suffit de reprendre le spectre d'absorption des ions permanganate pour voir que la quantité de lumière absorbée n'est pas la même partout dans le spectre de la lumière blanche. Donc ça dépend de la longueur d'onde. Troisième paramètre qui va intervenir, je suis sûr que vous avez tous et toutes déjà pris un verre de sirop de menthe. Donc quand le sirop de menthe, le verre est bien plein, la solution paraît vert assez foncé, et puis quand il reste plus qu'un petit centimètre de sirop dans le fond du verre, ça paraît d'un coup beaucoup plus clair. Donc là, le paramètre qui intervient, c'est en fait l'épaisseur de solution traversée. Dernière chose, toujours si on reprend l'exemple du sirop de menthe, si je mets un tout petit peu de sirop, j'aurai une solution qui va être beaucoup plus claire que si je mets beaucoup de sirop dans le verre avant de rajouter l'eau. Donc le dernier paramètre qui intervient, c'est la concentration, c'est en soluté. Donc on peut montrer que A va être proportionnel à la concentration, proportionnel à l'épaisseur de solution traversée, et pour avoir cette double proportionnalité, il n'y a que deux opérations mathématiques qui sont possibles, qui sont l'addition ou la multiplication. Alors additionner des paramètres qui ne sont pas identiques, du point de vue des unités, c'est pas possible. Donc la bonne solution, ça va être la multiplication. Donc on va multiplier l'épaisseur de la solution traversée par la concentration et on va rajouter devant un coefficient de proportionnalité qu'on note epsilon. Et pour bien montrer qu'il dépend de la longueur d'onde, on ajoute un petit indice lambda. Donc c'est ça la relation de Beer-Lambert ou la loi de Beer-Lambert. Alors au niveau des unités, je vous rappelle que A est sans unité. C, généralement la concentration, on l'exprime en mol par litre. L, on va s'intéresser à des unités pratiques et usuelles. Normalement, dans le système international, une longueur, une épaisseur c'est une longueur, doit s'exprimer en mètres. En pratique, on utilise rarement des mètres de solution, donc on va plutôt utiliser une unité pratique qui est ici le centimètre. Et epsilon sera donc, vu que c'est sans unité pour A, il faut inverser toutes ces unités ici, donc ça va faire des litres, j'inverse le moins 1, mol moins 1, centimètre moins 1. Et ce coefficient epsilon dépend de la longueur d'onde. Sa valeur dépend de la longueur d'onde. Alors, on va nous plutôt utiliser une relation qui va être simplifiée et obtenue à partir de celle-là, parce que pour mesurer une absorbance, en fait, on utilise un appareil qui s'appelle un spectrophotomètre, on l'a déjà vu, et toutes les cuves dans lesquelles on met la solution sont identiques. Donc, on se retrouve avec une absorbance qui est en fait directement proportionnelle à la concentration, vu qu'on a fixé la valeur de L et qu'elle n'intervient plus. Donc, la relation qu'on va utiliser, c'est plutôt celle-là, A égale K fois C, donc relation de proportionnalité.
proportionnalité directe entre l'absorbance de la solution et la concentration de la solution. Alors, un exemple, donc c'était avec des ions fer, F3, il me semble, complexés avec des ions thiocyanate. Donc, on a fabriqué ici ce qu'on appelle une échelle de teinte. Donc, en fait, on a fabriqué différentes solutions dont on connaît la concentration en ion fer. Donc, bien sûr, cette concentration ici va être beaucoup plus faible que celle-là ici. Donc, ces concentrations sont connues. Et on a ici une solution dont la concentration est, elle, inconnue. Et on peut alors déjà estimer à l'œil la valeur de la concentration. Donc par exemple, si je prends le premier tube qui est ici, je vois qu'il est beaucoup plus clair que ma solution inconnue, donc ça veut dire que les concentrations ne correspondent pas. En gros, visiblement, si je regarde, ce tube a une couleur qui est voisine des deux tubes ici de droite, peut-être même un peu plus proche du dernier tube ici que du premier ici. Donc ça, c'est ce que donne un examen visuel des solutions. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est qualitatif, donc subjectif également, hein, soumis à l'interprétation de l'œil. Et on voudrait quelque chose qui soit beaucoup plus précis et quantitatif. Donc pour ça, on va utiliser notre appareil, le spectrophotomètre, pour déterminer l'absorbance de chaque solution. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc, les différentes solutions de concentration connues ici, alors ce n'est pas des moles par litre ou des millimoles par litre, mais c'était en milligrammes par litre. Le principe est exactement le même. Donc j'ai 1, 2, 4, 6, 8, 10 mg par litre. Et l'appareil me calcule les valeurs des absorbances. Donc pour 1 mg par litre, c'est 0,084, pour 2, c'est 0,149, etc. Et ensuite, je trace une courbe qui est normalement une droite, vu qu'il y a proportionnalité, qui passe par l'origine, avec ces différents points. Et je fais la même chose pour la solution de concentration inconnue. Donc si vous regardez bien ici, je me suis placé donc à la même longueur d'onde que les autres solutions, et là j'ai une absorbance de 0,583, ce qui me donne une concentration estimée par l'appareil de 8,5, j'oublie le reste, mg par litre. Alors une remarque sur le 465 nanomètres. Il faut savoir qu'on se place toujours à peu près au maximum d'absorbance. Parce que c'est là que les points mesurés seront les plus espacés en absorbance, et donc on aura le plus de précision. Je m'explique, on prend un graphique qui nous donne ici la longueur d'onde et l'absorbance, et on a quelque chose qui est comme ça, avec un maximum d'absorption par exemple au milieu. Si je me place ici, ben ça, ce sera pour une concentration C1. Si je prends une concentration C2 plus faible, elle va être entre les deux là, et elle va monter moins fort. Donc pour la concentration C2, je serai ici. Maintenant, si je me mets à peu près au maximum d'absorbance, pour C2, je suis ici, et pour C1, je suis ici. Donc vous voyez que les deux points sont plus espacés, sont mieux différenciés quand on est au maximum d'absorption qu'à un autre endroit. Alors, en pratique, on fait comment? Alors, en pratique, ça se passe comment? Donc, on a un graphique à établir entre l'absorbance en ordonnée, donc l'absorbance en ordonnée, je ne l'ai pas mis, elle est ici, et la concentration en abscisse, alors ici en milligrammes par litre, nous on préférera plutôt les moles ou millimoles par litre.
une fois qu'on a tracé ce graphique, alors vous voyez que j'ai rajouté un point qui est ici. Alors pourquoi est-ce que j'ai rajouté ce point? Parce que je sais que ma droite, la courbe que je dois obtenir est une droite qui doit passer par l'origine. Et en plus, d'un point de vue physique, je suis à une concentration qui est nulle. Si la concentration est nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soluté. S'il n'y a pas de soluté, il n'y a pas de lumière absorbée. Donc l'absorbance doit bien être égale à 0. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tracer la droite qui va passer au mieux par tous les points que j'ai placés sur le graphique. Alors au mieux par tous les points, ça veut dire en gros qui en laisse autant au-dessus qu'en dessous. Donc j'obtiens une droite qui, par exemple, est quelque chose comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais me servir des données qui sont à côté pour la solution inconnue. Donc pour sa concentration, je la cherche et je vais me servir de la valeur de l'absorbance que j'ai mesurée, A égale 0,583. Alors bien sûr, je vais faire ça avec la précision du graphique que j'ai tracé. Ici, la précision en gros sur le graphique c'est 1 mm et je vois que 1 mm ça va correspondre à 1 centième d'absorbance. Donc en gros, le 3 qui est ici, je vais pouvoir presque l'oublier. Alors, une fois que j'ai fait ça, je me place donc à 0,58 à peu près. Donc ça me fait quelque chose qui est par là. Et je vais, à partir de ces 0,58, tracer un trait horizontal qui va jusqu'à la droite que j'ai utilisée, que j'ai tracée. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc la solution contient le même soluté que les solutions étalons. Donc, vu qu'il y a proportionnalité entre la concentration et l'absorbance, je sais que ma solution, le point correspondant à la solution inconnue, doit se trouver sur la droite de proportionnalité. Donc, le seul endroit où c'est possible, c'est ici. Et je vais lire sa concentration en traçant un trait, cette fois-ci vertical, jusqu'à l'axe des abscisses. Donc ça me donne quelque chose. Oh là là, pas droit du tout. Donc on va recommencer. Voilà. Et la solution inconnue est ici. Je n'ai plus qu'à lire sa valeur sur l'axe. Donc là, je suis à 8, c'est entre 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je suis à 8,1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je dis que C égale 8,6 unités milligrammes par litre. Donc c'est très proche de ce qu'on avait trouvé précédemment directement avec le spectrophotomètre. Donc on va voir ensuite une autre méthode qui utilise cette fois-ci la calculatrice pour faire ce travail. Allez, donc on se retrouve pour voir comment on peut utiliser la calculatrice pour faire à peu près le même travail qu'on a fait graphiquement tout à l'heure. Alors pour ça, on va donc essayer d'établir cette graphe à cette droite de proportionnalité à l'aide de la calculatrice. Donc pour ça, on va aller dans le menu statistique ici de la calculatrice. Et la première chose à faire, c'est d'effacer tout ce qui est dedans. Donc pour ça, vous allez sur F6, la petite flèche qui va dans le menu suivant, et F4, del All, et vous validez avec F1, et vous faites ça pour toutes les listes qui sont déjà saisies. Voilà, on a maintenant une calculatrice dont toutes les listes sont vides. Alors, on va saisir donc deux choses. En liste 1, les valeurs des concentrations des solutions étalons connues, et en liste 2, les valeurs des absorbances correspondantes. Donc la première valeur, on a vu que c'était 0. Donc je mets 0.
Et je vais saisir ensuite les autres valeurs des solutions correspondantes. Alors, entrée, exé pour valider et aller au suivant. Donc, après, c'est 1, exé, 2, exé, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Ensuite, on va remonter en tête de deuxième liste et on met les valeurs d'absorbance qui correspondent. Donc pour 0, c'est simple, c'est 0. Alors, on reprend le tableau qu'on a vu précédemment. Pour 2, c'est 0, pour 1, pardon, c'est 0,084. Pour 2, 0,149. Pour 4, 0,290. Pour 6, 0,401. Pour 8, 0,556. Ah, il y a un chiffre qui n'est pas passé, donc on va le repasser. 0,556. 56. Exé. Et 10, 0,675. Exé. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc on replie sur F6 pour revenir au premier menu ici, et on va prendre le menu graphe F1, et on va faire un graphe 1 avec F1, et voici donc l'allure de la courbe qu'on obtient avec notre série de données. Une fois qu'on a fait ça, on va faire calque F1 nouveau, X F2 et AX plus B F1. Et la calculatrice nous fait une régression linéaire qui nous donne les valeurs du coefficient A qui est devant X et du coefficient B. Alors, je vous rappelle que le coefficient B normalement doit être aussi proche que possible de 0. Donc là il est à B à 0,0119, allez, donc bon, c'est pas trop mal. Pour A, j'ai 0,0659. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit bout de papier et on va noter ces coefficients pour s'en resservir après. Une fois qu'on a fait ça, donc on revient sur le menu, on reprend la calculatrice en mode normal, si je puis dire, calculatrice, et on va s'intéresser donc aux valeurs, cette fois-ci de la concentration de la solution inconnue. Donc cette solution de concentration inconnue, elle a cours absorbance 0,583 et elle doit appartenir, vérifier la loi de Beer-Lambert. A égale K fois C. Donc je cherche C, donc ça va être A égale, enfin C égale A sur K. Alors le A, c'est la valeur qu'on avait tout à l'heure, 0,583. Donc on fait 0,583 divisé par la valeur de A qui est de 0,0659. 0,0659. Et je fais comme si B était directement égal à 0. Voilà. Et je vois que j'ai un résultat qui est de 8,85. Ici, ce serait des milligrammes par litre. Donc voilà une méthode pour essayer d'utiliser la calculatrice pour faire le même travail. Alors je pourrais tenir compte de B également, ça me donnera un peu plus de calcul à faire. Voilà, bon, on est à 8,8 au lieu d'être à 8,5. Bon. Après, ça reste des méthodes d'interprétation. Donc là, le problème est certainement lié au fait que je n'ai pas utilisé la valeur de B. Mais normalement, elle doit être égale strictement à 0.
Pour finir, je vous laisse deux exercices à faire. Donc le 30 de la page 33 de votre manuel, où on utilise un spectrophotomètre pour déterminer une concentration inconnue. Et le dernier exercice, qui est le suivant, qui demande de déterminer une concentration en daquin, en ion permanganate d'une solution de daquin. Le daquin étant une solution en gros désinfectante, faite à partir d'eau de javel, et pour que ce soit plus stable, que le javel ne se décompose pas trop rapidement, on rajoute un peu d'ion permanganate dans cette solution. Donc le but, c'est de déterminer la concentration d'ion permanganate. Donc, je vous laisse faire ces deux exercices, les 30 page 33 et 39 page 35 sur, voilà, qui est celle-là. Donc on parle d'un antiseptique coloré, c'est le même travail en gros pour les deux exercices. Donc, je vous en ferai une correction un peu plus tard.